La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La vie en mieux désormais, et oui c'est une nouveauté, se consacrera à toutes vos préoccupations en termes d'éducation. Alors nous essaierons de répondre à toutes vos questions, bien évidemment en termes d'apprentissage, mais aussi plus largement en termes d'équilibre, tout ce qui est bon pour nos enfants. Alors aujourd'hui nous allons commencer par le mieux vivre ensemble. Nous allons parler aussi de liberté d'expression, dont on a beaucoup parlé au début de la semaine, à l'occasion bien sûr des 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Parce que c'est vrai, si en France, nous sommes attachés à cette liberté, puisque 76% des Français y voient un droit fondamental, force est de constater que chez les jeunes de moins de 35 ans, pour un tiers d'entre eux en tout cas, eh bien, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas parler de tout, on ne peut pas rire de tout. Alors, est-ce que parler, débattre, expliquer, c'est suffisant ? Qui doit le faire ? Comment ? Finalement, comment les aider à bien grandir ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Florence Catala. Bonjour Catherine. Alors Florence, vous êtes présidente, fondatrice du réseau L'École, un réseau d'écoles primaires, je peux même dire un modèle d'éducation centré sur la réussite. Et vous êtes accompagnée de John Elmer. Bonjour John, merci d'être avec nous, enseignant du réseau de l'école. Alors, est-ce que ce chiffre-là dont je viens de parler, un tiers des jeunes aujourd'hui considèrent qu'on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas parler de tout. Est-ce que la liberté d'expression, ce ne serait pas possible ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, c'est interpellant, vous avez raison de le mettre sur la table. Moi je pense, enfin dans notre vécu, dans ma vie professionnelle au sens large et dans ma vie personnelle, je me rends compte qu'on passe d'un monde d'idées à un monde de convictions et qu'on veut d'abord parler de sa conviction avant d'essayer de construire autour d'une idée. C'est-à-dire de partir de, tiens, moi je pense qu'on pourrait faire comme ça, ou regarder un sujet d'une certaine façon, et puis d'enrichir la discussion. En fait, la rhétorique et le débat n'a plus lieu. En fait, on est rentré dans un monde d'opposition, d'opinion, mais pas d'idées. Donc le débat n'est pas possible. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des événements quand même comme Samuel Paty, comme Dominique Bernard, comme Charlie Hebdo, qui renforcent peut-être justement tout ça ? Je pense que c'est une conséquence. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on veut faire au sein de l'école, c'est-à-dire de réapprendre aux enfants et à leurs parents, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est générationnel. Bien sûr. C'est pas seulement les enfants, on parle des enfants aujourd'hui, mais c'est les parents avec eux, à remettre le débat d'idées et pas le débat d'opinion. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe. Donc, je comprends les enfants qui disent aujourd'hui, quand je m'exprime, on m'écoute pas. Ou quand je m'exprime, on me comprend pas. Ou quand je m'exprime, je vais directement dans l'opposition parce que je veux qu'on se rallie à moi. Donc, il y a une sorte de bataille. Et pas de débat d'idées, c'est vraiment ça qui me choque. Voilà, et c'est, je pense, ça qu'il faut retrouver. On est capable de le faire et renforcer. Voilà. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte de ça au quotidien, dans les comités de direction, au sein des organisations, sur des émissions même culturelles, etc. On voit bien que quand les gens sont invités, il faut que on se rallie à ma cause. Non, en fait. Ce qu'on cherche, c'est à améliorer le débat, à comprendre. Avant même d'accepter le point de vue de l'autre, d'ailleurs. Exactement. Et je dis toujours, quand quelqu'un dit quelque chose, la première chose que nous, on veut apprendre aux enfants, c'est pourquoi il le dit. Si tu n'es pas d'accord et si tu penses que tu as une autre opinion, une autre idée à côté de ça, pourquoi ? Essaye de comprendre pourquoi il dit ça à cet instant-là, avant même de commencer à tomber, finalement, dans le travers de « je ne suis pas d'accord ». Alors, la classe, parce que c'est quand même un lieu complexe, la classe. La classe, ça regroupe un certain nombre d'élèves qui ont des origines différentes, qui ont des croyances différentes, qui ont des valeurs différentes, qui ont reçu une éducation différente. Donc, est-ce que la tolérance, développer son esprit, accepter l'autre, dans ce contexte de différence culturelle, religieuse, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile, vous qui êtes au contact des élèves tous les jours ? Alors pour réagir de ce que disait Florence, effectivement, nous ce que l'on souhaite mettre en évidence, c'est pas la division. Et aujourd'hui, je pense que c'est la division qui est compliquée à gérer pour les enfants. Donc une difficulté à ne pas écouter ce que dit l'autre, ne pas s'intéresser à ce que dit l'autre. Et la proposition que l'on fait, c'est comment on construit quelque chose pour avancer ensemble et s'intéresser et éveiller la curiosité. Le monde des adultes a une petite tendance effectivement à démontrer, que ce soit à travers les familles ou à travers les différentes institutions que l'on connaît, à donner un mauvais exemple, je pense, ou caricatural du débat
donc de la division, alors que la co-construction est beaucoup plus intéressante. Et une fois qu'on a réussi à traverser ce schème de la division, on se dit qu'est-ce qu'on arrive à mettre en commun ensemble, et on arrive à avancer et à réduire certains jugements ou clichés que l'on peut avoir sur ce que l'autre propose. Vous arrivez à le faire, ça, à l'école? Alors, c'est une transformation qui nécessite du temps, et c'est pour ça que moi, quand je lance ma classe, je mets à peu près un trimestre pour mettre en place ce fonctionnement de fonctionnement collectif, de se dire comment on n'est pas dans le jugement, dans le regard, dans la bienveillance, et non pas dans une réaction primaire que l'on peut avoir assez naturellement au début. Et une fois qu'on a dépassé ce cap, on arrive à définir ensemble un objectif commun, et c'est ce que nous, on souhaite mettre en évidence dans notre pédagogie. Alors, c'est vrai que la réussite à l'école, cette capacité d'analyse, de réflexion, il y a un binôme qui est là normalement pour assurer, je dirais, ce fonctionnement. C'est l'école, bien sûr, mais il y a les parents aussi. Est-ce que le binôme parent-enfant, il est suffisant et est-ce qu'il fonctionne? Alors, John va répondre sur est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'on veut changer. Je répondrai à ça. Concernant le binôme parent-enfant, la difficulté, c'est toujours se dire comment on s'intéresse à l'enfant, dans son fonctionnement, et finalement, qu'est-ce que l'on met en place dans l'éducation. Donc, moi, dans les échanges que j'ai avec les parents, on a toujours cette transposition de mon enfant sera de ce que je suis. Et on l'a tous naturellement. Et c'est la difficulté que l'on peut avoir à poser pour se dire, finalement, aujourd'hui, la révolution pédagogique et éducative, c'est se dire, je m'intéresse à mon enfant pour son unicité qu'il est, pour l'aspect unique qu'il peut dégager, et à partir de là, j'accepte qu'il fonctionne différemment. Donc, il est nécessaire de dire, je te partage ma façon de penser, ma façon de travailler, ma façon de concevoir certaines choses, et là, on a un lien qui est beaucoup plus intéressant, parce que nous, ce que l'on propose, c'est d'avoir un lien qui soit commun entre l'école et la maison, et non pas un élément qui soit un peu qui fasse une fracture entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Il y a un lien très étroit entre l'école et les parents, justement, dans votre système? Exactement, parce qu'en fait, il y a un tunnel noir. On ne voit pas ces enfants pendant 8 heures par jour et on a 3/4 d'heure, 1 heure pour les éduquer le soir, et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la journée. Donc en fait, on vit dans un monde aveugle, noir. Donc ce qu'on veut faire, c'est ouvrir la porte de l'école aux enfants. Il y avait un très bon article sur Télérama la semaine dernière qui parlait de ça, et j'étais ravie de lire ça. C'est-à-dire que oui, il faut que les parents rentrent dans l'école, et ils ont raison de le demander. Moi, j'ai fait partie d'une association d'une école de mon fils, en me disant, je vais pouvoir rentrer dans l'école, comprendre mieux comment ça fonctionne, comment... On m'a dit, mais madame, vous êtes là juste pour les activités de fin d'année, le reste, c'est nous qui nous en occupons. Or, en fait, je venais pour la partie pédagogique, pour comprendre comment ça fonctionnait, pour dire comment moi je peux relayer le soir, etc. Donc cette ouverture, elle n'existe pas forcément. Et ça fait peur aux enseignants, et ça je comprends, parce que ils ont peur qu'on vienne leur dire qu'ils font pas bien leur travail. Bien sûr. Ils ont raison d'avoir peur. Ça arrive de temps en temps. Assez souvent. Pas qu'ils ne fassent pas bien leur travail, mais que les parents soient dans cette... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on veut. Mais ça se construit dès le premier jour. Dès le premier contact avec les parents, en fait, il faut installer cette relation, on va y revenir plus tard, je crois, de confiance, qui est connaissons-nous. On parlait tout à l'heure de débat d'idées, mais pour débattre, pour échanger, pour connaître l'autre, il faut se connaître. Donc, il faut apprendre avoir cette connaissance intime, entre guillemets, des parents, fine, je vais dire, plutôt qu'intime, et des enfants. Et donc, il faut que le parent rentre dans l'école, qu'on le connaisse, qu'on lui donne un rôle, qu'il va prendre, qu'il va proposer. Et il va venir dans la classe, dans la cour de récréation, il va avoir un lieu dédié dans l'établissement, etc., sur lequel il peut se reposer pour discuter, échanger les pratiques de parents, les expériences, etc. L'école doit être ouverte, elle ne peut pas être fermée. Est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne battent pas les cartes un peu différemment? Je veux dire, aujourd'hui, les enfants, ils pensent, ils vivent réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué d'avoir justement cette volonté de les guider, de les aider, quand on a cette espèce de pieuvre géante qui est le réseau social, qui est quand même vampirisant à souhait. Donc, est-ce que vous arrivez, malgré ça, quand même, est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne vous mettent pas des barrières un peu à tous les niveaux? Des barrières, je dirais pas des barrières. Ils nous obligent d'autant plus à en faire quelque chose. Mais de façon, j'allais dire, constructive avec les enfants. Les enfants, ils ont leur smartphone toute la journée au bout de la main, on peut pas, c'est fini. Voilà. Vous autorisez les smartphones à l'intérieur? On les interdit pas dans l'école au sens, ils les éteignent quand ils sont en classe, etc. Mais on va pas dire, vous le laissez à la porte d'entrée, ils le mettent dans le cartable, ils vont pas l'ouvrir. Mais
c'est aussi c'est un moteur de savoir. Il y a des enfants qui rentrent dans la classe, ils ont déjà travaillé plein de choses, appris plein de choses que le professeur peut-être ne sait pas, simplement parce qu'il y a eu accès, qu'il s'y est intéressé. Donc, il y a du savoir dans les réseaux sociaux, il y a plein de choses à aller prendre. La difficulté du réseau social, c'est quand il devient un déversoir de colère. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on revient à l'expression, la liberté d'expression, etc., moi je pense que comme on est aujourd'hui voué à bouger dans un champ de contraintes, on nous a noyés dans un océan de contraintes, qui fait que les gens, pour expurger cette contrainte qu'ils vivent au quotidien, le réseau social est devenu aussi un élément de purge personnelle, pour dire... Comme je ne suis pas d'accord et que personne n'a envie de l'entendre, je vais aller le dire sur le réseau social. D'ailleurs, personne ne va rien me dire qu'il n'est pas d'accord, parce qu'au moins, j'aurais lâché ce que j'avais à dire. Donc, en fait, c'est comment on fait en sorte de traiter autrement que par juste mettre sur un mur ce que j'ai envie de dire, dans un endroit collectif. Et c'est là où on revient à comment on organise que les enfants, à tout instant, peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, peuvent exprimer. Parce que si on contient ça toute la journée, au bout d'un moment, ça explose. En fait, c'est ça le sujet. Mais après, il faut quand même faire attention à qui est le référent. C'est ça. Eh bien, exactement. C'est ça. Donc, je pense qu'un des enjeux dont vous parlez, dont vous voulez qu'on traite, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire finalement qui est en face, quel est son objectif quand il traite cette information. Et donc ça demande une démarche active. Et aujourd'hui, peut-être que le phénomène, il est plus dans la passivité. Je consomme et j'enchaîne plusieurs vidéos, plusieurs informations à la suite. Donc il y a déjà un problème de surinformation. Il faut trier ce que l'on a envie de mettre en place. Et une fois qu'on est actif, développer son esprit critique. Et c'est ce nous on souhaite mettre en place quand on dit le digital c'est important, mais avoir l'esprit critique pour se dire pourquoi est-ce qu'il parle, quelle est son intention, comment je peux le développer moi dans mon travail, dans mon quotidien. Et ça c'est un élément qui demande du temps, de l'énergie et une réflexion, une certaine méthode pour avoir une efficacité d'utilisation des réseaux sociaux. On va en parler. Nous sommes dans La vie en mieux, spéciale éducation. France Catala, John Elmer, vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques minutes. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler du bien vivre ensemble dans l'école de demain. Dans l'école de la réussite, dans l'école de l'ouverture d'esprit, de la tolérance, avec mes invités Florence Catala, présidente de l'école, le réseau, et John Elmer, enseignant de cette école. Alors Florence, vous avez une vision qui me plaît beaucoup. Libérer la liberté de penser, la liberté d'expression, le questionnement. C'est la vision que vous avez pour ce nouveau modèle d'école que vous avez fondé. Qu'est-ce que vous entendez exactement quand vous dites liberté de penser, liberté d'expression? Comment vous le voyez? Comment vous l'envisagez? Pour moi, l'école, c'est une agora. C'est une agora qui va inviter, qui va s'ouvrir et qui va permettre l'assemblage de nombreuses compétences. Vraiment. L'enseignant, sur sa vie professionnelle, sur 30 ans, ça va très vite. Donc, pour être au fait de ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir l'intégrer dans les programmes scolaires et dans la pédagogie, il faut qu'il se fasse aider. Donc, ça devient plus un transmetteur unique de savoir, c'est-à-dire un exécutant de transmission. Ça devient vraiment un architecte. Il va devoir faire une architecture de compétences, de savoir qu'il va falloir aider les enfants à acquérir. Donc en ça, pour moi, c'est la plus grande transformation et je trouve ça très excitant pour les enseignants. C'est de dire, mais ça y est, il va falloir travailler avec les autres. Donc l'enseignant n'est plus seul. Ça, je trouve ça super. Il est plus seul, il va être en assemblage. Voilà. Et donc ça, pour moi, ça implique que l'école s'ouvre et qu'elle a plein de gens dans sa cour toute la journée qui passent et qui repartent au service de l'apprentissage des enfants. Voilà. D'accord. Alors quand vous dites des gens, vous pensez à quoi? Alors des gens, c'est des experts, des psychomotriciens, des ingénieurs, des boulangers. Parce que ce qu'on prône pour l'école, ce qu'on veut faire, c'est amener les enfants à partir de leur quotidien pour décrypter le quotidien. Et c'est le décryptage du quotidien qui fait l'apprentissage des savoirs. Pour décrypter le quotidien, l'enseignant, il ne peut pas tout savoir. Je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Donc, il va travailler avec un boulanger, il va travailler avec un ingénieur d'EDF, il va travailler, voilà. Donc, l'entreprise, c'est très important, rentre dans l'école. Ça, alors, on va y revenir. La confiance, vous dites, est une valeur importante. Oui. En quoi c'est si important, la confiance? Et la confiance, à quel niveau? La confiance la plus pure, la confiance des êtres entre eux. Quelqu'un un jour m'a dit, dans ma vie professionnelle précédente, m'a dit non, mais moi, de premier abord, je ne fais jamais confiance.
J'ai dit, ça vous demande un chemin énorme, donc. Et je lui dis, moi, je suis à l'inverse. Je fais confiance de premier abord. Voilà. Et je pars avec ce postulat, pardon. Donc la confiance, elle est la pierre angulaire, parce que sans confiance, il y a perte d'énergie. Sans confiance, on ne met pas l'énergie au bon endroit, donc on perd du temps. On perd du temps au sens dans la connaissance de l'autre, dans construire ensemble plus vite des choses qui vont créer du plaisir, du résultat, de la réussite, etc. Donc pour moi, la confiance, elle est la base de tout. Voilà, c'est une pierre angulaire qu'il faut avoir au quotidien en soi. Et c'est parce qu'on fait confiance. Alors des fois, oui, ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est ce qu'on a appris. Voilà, il faut passer son chemin. C'est pas très grave. Voilà. Donc. Alors, je vous demande à tous les deux, à quoi doit ressembler l'école de demain, l'école du 21e siècle finalement? Pourquoi est-ce que, puisque vous vous consacrez à ça, les méthodes doivent changer? En quoi elles doivent changer? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'école de demain amène à nouveau la réussite? Nous, ce qu'on propose, et John va donner des exemples, c'est l'école collaborative, c'est-à-dire le sens du collectif. C'est d'abord installer un sens collectif. On doit apprendre ensemble. Voilà, parce qu'on va devoir agir ensemble, on va devoir transformer le monde ensemble. Il n'est pas possible de rester, je pense, de continuer, disons, sur un chemin individuel quand on sait les enjeux qui sont devant nous. Bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'on dit, c'est allez, essayons de faire une école sur le sens collectif, sur l'apprentissage collectif, issu de nos expériences passées. Hein. On n'a pas inventé ça un matin. Et c'est ça le sens de tout ce qu'on fait. Voilà. Alors, donnez-moi des exemples. Alors, par exemple, un des enjeux, effectivement, du collectif, c'est de se dire on travaille en projet. Et travailler en projet, c'est une des principales difficultés dans ces classes aujourd'hui, c'est de travailler en groupe. Et comment on fait pour travailler en groupe? On met les élèves en situation d'un projet concret. Alors, par exemple, moi, j'ai fait des cocktails avec des élèves. On devait réaliser, j'étais responsable d'un bar pour enfants, et les élèves devaient faire la carte pour faire les différents cocktails du bar. Et que les jeunes puissent avoir plaisir à venir à ce bar. Donc, je me suis mué en tant que responsable et directeur de ce bar, et j'ai demandé à mes différents groupes de constituer chacun des exemples de cocktails que l'on pourrait réaliser. Et c'est là où c'est un enjeu intéressant, et c'est ce qui m'intéresse dans la pédagogie, c'est de se dire, l'apprentissage devient un prétexte pour quelque chose de plus grand, qui est la réalisation commune de quelque chose. Et à partir du moment où vous donnez cela, et que vous avez confiance, parce que c'est exactement le mot qui convient, l'enfant se sent responsable de ce qu'il va faire à la fin, et du résultat qu'il va avoir. Et du coup, de l'évaluation, de se dire, je sais ou je ne sais pas faire. Donc on a lancé le projet, et progressivement, chacun a commencé à imaginer, avec une certaine confiance, de se dire, monsieur, est-ce qu'on a le droit de faire ça? J'ai dit, c'est toi qui vois ce que tu veux proposer. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, tu auras plaisir à venir dans ce bar pour jeunes? D'accord, donc ils ont commencé à aller plus loin que ce qui était prévu. Ils ont commencé à définir les critères de réussite par rapport au projet final. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que certains faisaient le même cocktail. Donc il y a eu des échanges en se disant, ça n'a pas de sens si dans la carte, on a plusieurs fois le même produit. Donc on est obligé de varier. Et là, il n'y a pas c'est toi ou moi qui va... Non, comment est-ce qu'on va faire tous les deux groupes, pour se dire, on va améliorer la carte. Donc moi, ça ne me dérange pas de laisser de côté mon cocktail. Par contre, vous continuez, vous pouvez l'améliorer. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a bien eu un échange, on a bien cette idée de réalisation finale, et à la fin, ils sont contents parce que on a un produit brut, un produit final qui apparaît, auquel ils peuvent participer et qu'ils ont expérimenté tout le long de la séquence qui a duré 4 semaines. Et on fait des maths, de l'histoire et de la géographie en faisant des cocktails. Parce qu'en fait, on fait le programme en faisant des cocktails. Parce qu'ils mesurent. C'est là où j'allais en venir, justement. Comment, justement, le programme intervient dans la réalisation de cocktails? Le prétexte était, à la base, moi, je devais faire une séquence sur les fractions. Et j'y commence ma séquence. Et je leur dis, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Et pour cette nouvelle leçon, donc nous, dans l'ingénierie pédagogique que l'on met en place... on passe par l'exemple. Exact, on part par l'exemple et surtout par une histoire. Et je dis, pour commencer les fractions, aujourd'hui, je suis directeur d'un bar. Et là, ils me disent, mais on n'est pas en mathématiques. Je dis, non, justement, on va se mettre en situation...
concrète de la réalité, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, ils comprennent qu'il y a un enjeu. Et là, c'est intéressant parce que on consolide les apprentissages, on donne de l'intérêt et on a ce que nous on veut. Moi, l'idée en tant qu'enseignant, c'est d'avoir plaisir à apprendre, éveiller la curiosité. Et là, on les implique totalement dans un projet d'apprentissage et ils vont aller plus loin. Et l'idée de se dire, la conversion de fractions, la lecture de fractions, l'analyse d'une fraction devient évidente parce qu'elle nourrit mon projet et ils viennent me voir de temps en temps pour me dire est-ce que c'est bien comme cela que l'on fait. Je ne fais que valider de temps en temps. Ce que je trouve génial en plus, c'est que du coup, il n'y a pas de on apprend, mais en plus, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que chacun est valorisé pour ce qu'il a apporté. Exactement. Et c'est très important parce qu'il y a une jeune fille qui nous a dit j'ai toujours peur quand je sais qu'on va faire des mathématiques. Et là, ça m'a donné envie d'aller dans les mathématiques parce que j'ai pas eu le sentiment d'en faire. Je dis ça juste comme ça. Ça, c'est formidable. Rien que ça, c'est un petit succès. C'est un petit succès, exactement. Je crois qu'il y a moins d'élèves par classe dans les classes que vous organisez. C'est important. Oui. Il y a trop d'élèves. Il y a beaucoup d'écoles qui ont commencé, y compris dans le public. Ça a été très bien traité. Oui, je crois que c'est un constat commun, ça c'est clair. Moins il y a d'élèves, mieux c'est. Donc on fait pareil. Et l'équilibre d'un programme, par exemple, sur une classe, est-ce qu'il est aménagé différemment? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des classes multiniveaux. Donc, c'est un gros travail de l'enseignant. On pourra parler une prochaine fois. Mais oui, les classes multiniveaux, c'est très important pour nous parce qu'on va faire, entre guillemets, circuler les enfants en fonction de leur maturité sur certains sujets, d'aller se faire aider par des plus jeunes ou des plus grands. Et ils vont faire des travaux en multiniveau. Voilà. Donc ça, c'est un plus c'est un élément supplémentaire qu'on a démontré, qui montre que les enfants, les mettant en multiniveau, en fait, ils apprennent plus vite. Voilà. Parce qu'il y a un côté, je peux aller aider quelqu'un qui est plus âgé que moi, et puis aussi j'ai un plus jeune qui va m'apprendre des trucs. C'est très intéressant parce que c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité finalement. Exactement. Et il faut le saisir. Voilà. Et donc c'est tout ça qu'il faut mettre dans le shaker. Alors vous avez un projet qui quand même se veut national. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors on a une recherche encore de locaux parce que c'est de nos difficultés en fait de trouver les locaux qui nous correspondent. Donc voilà. Mais ça devrait se finaliser très prochainement là. C'est non sans difficulté, je dois reconnaître, parce que voilà, on devait ouvrir l'année dernière, on n'a pas réussi, mais on doit ouvrir cette année, en septembre 2025. Voilà. Et on a commencé à être très proche d'un local à finaliser, donc ça devrait... On va avancer. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment tous les deux, Florence Catala, John Elmer, d'avoir participé à cette émission Question d'éducation que vous retrouvez chaque semaine entre 12h et 12h30. Je vous retrouve donc dimanche prochain et en attendant, passez une excellente fin de journée. C'est vrai qu'il est que midi et demi. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de sujets ou si vous voulez qu'on traite un thème particulier, laviesenmieux@sudradio.fr à l'attention de Catherine Mully. Bonne journée. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Mully.